Alors, Donald Trump, qui a obtenu hier une victoire pas aussi écrasante là, que certains l'auraient imaginé peut-être et qui aurait finalement quasiment mis fin à la course à l'investiture républicaine, mais néanmoins, il continue à dominer la course, il continue à dominer les sondages. Fait particulier, tout ce qui est... on va dire tout ce qui est républicain de longue date ou à peu près, l'establishment du parti, il s'arrache les cheveux sur la tête. Il y a même des gens qui considèrent que c'est comme si Trump arrachait ou volait quasiment le Parti républicain à tous ceux qui ont dirigé le parti depuis des décennies. Comment cela est possible? Comment créer un tel engouement dans une partie importante de la population? Luc Dupont, spécialiste du marketing, professeur au département de communication de l'Université d'Ottawa, est avec nous. Bonjour. Bonjour, Mario. La question est posée. C'est devenu un personnage politique qui suscite de l'enthousiasme d'une partie de la population. Absolument. C'est un phénomène rare parce qu'après tout, voici quelqu'un qui n'était pas politicien il y a 6 à 8 mois, qui arrive dans un parti qui n'était pas son parti non plus et qui littéralement donc investit ce parti-là et dans un certain nombre de primaires, on l'a vu dans certains caucus également, devient en fait le gagnant. Si bien que maintenant, on commence à penser qu'on a peut-être devant nous le futur en fait porte-parole, celui qui briguera les suffrages pour le Parti républicain. Et ça, c'est un phénomène rare. Parce qu'encore une fois, je le rappelle, ce n'est pas un politicien. Il s'est présenté comme l'anti-establishment. C'est son positionnement. Et soudainement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que voici l'élection de l'anti-establishment. Parce qu'après tout, ce qu'on observe du côté du Parti républicain, on l'observe également du côté du Parti démocrate, avec des effets moins élevés, évidemment, avec M. Sanders. Mais si on m'avait dit, encore une fois, il y a 6 mois, qu'un vieux monsieur qui marche penché, les cheveux blancs, serait la vedette des jeunes Américains universitaires, je ne l'aurais jamais cru. Oui. Bon, bien là, parlons-en. Dans un cas comme dans l'autre, c'est l'anti-establishment. On comprend ça sommairement. Là, les gens sont écœurés d'un certain discours politique, d'une certaine façon de faire, mais pour un spécialiste du marketing, là, si on décortique, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, là, un discours anti-establishment qui fait lever les foules, là, qui fait déplacer les gens? Bien évidemment, pour avoir ce discours-là anti-establishment, Mario, il faut incarner l'anti-establishment. Alors, dans le cas de M. Trump, évidemment, c'est un homme d'affaires. Il a une conjointe qui est une ex-top modèle. Il a, dans le domaine, entre autres, immobilier, généré des revenus très, très importants. Du côté de M. Sanders, bien, il est dans le Parti démocrate, mais il faut savoir que techniquement, c'était un indépendant du Vermont, à peu près pas connu il y a 6 à 8 mois. Je suis convaincu que si on s'était promené dans la rue en demandant qui est Bernie Sanders, on se serait aperçu qu'il y avait une notoriété qui était très, très faible. Alors, 2 candidats de l'anti-establishment. Par comparaison, Jeb Bush est un bel exemple. Se présente au début de la campagne électorale en disant « Moi, je suis le seul candidat de l'establishment dans le Parti républicain. Donc, si vous voulez élire un candidat de l'establishment, il faut voter pour moi. » Évidemment, on aurait le goût de dire qu'il n'est pas dans le bon cycle. Il ne s'inscrit pas dans le bon cycle. C'est certainement l'élection de l'anti-establishment. Mais le pari que faisait Jeb Bush à l'époque et que d'autres avaient fait avant lui, c'est que et que fait Mme Clinton. Voilà. Si tu pars comme étant le candidat de l'establishment, au début, ça ne marchera pas. Parce qu'au début, les gens vont s'exciter, ils vont aimer Trump, ils vont tomber en amour avec le discours d'un ou de l'autre. Mais son hypothèse, c'était que plus la campagne avance, plus on recherche un candidat sérieux, qui connaît le pays, capable de gouverner, qui a de l'expérience. Et lui, il se disait ça, là, que il n'avait pas peur de Trump au début. Il disait qu'il va y avoir un feu de paille pour Trump, puis les gens vont se rendre compte que finalement, il faut revenir vers un candidat sérieux, ce qui ne s'est pas produit. Oui, effectivement. Quoique assez rapidement, il s'est aperçu aussi que son plus grand inconvénient, au fond, il était tout simple, c'est son nom de famille. Et ça explique pourquoi sur les affiches publicitaires, les pancartes électorales, tout au long donc, de sa campagne à lui, malgré le fait qu'il ait investi des dizaines de millions de dollars dans chaque État pour se faire élire, on ne voyait jamais son nom de famille. Donc, c'était toujours Jeb, Jeb, Jeb. Et à la toute fin, quand on a senti qu'on avait à peu près épuisé toutes les cartouches possibles de persuasion, on a ressorti sa mère. Et on a ressorti, évidemment, M. Bush, son frère, son frère, oui, dans ce cas-ci. On a même pensé, l'espace d'un instant, ressortir son père qui est atteint de Parkinson. Je tiens à le répéter. Donc, c'est dire comment, à la fin, on était désespérés. Absolument. Si on revient au cas Trump, là, la richesse, en termes de vision de marketing, du personnage politique là, qui soulève les foules, le fait d'être riche... oui, très important. Ah oui, c'est fondamental. Très important, parce que ça lui permet de faire une phrase très simple, parce que tous ses discours, à une ou deux exceptions près, sont rigoureusement identiques, malgré le fait qu'il improvise toujours. Ça lui permet de dire, moi, j'ai pas besoin de l'argent des lobbies.
Donc, moi, je pourrais faire ce que je pense qu'il faudrait faire. Alors, ça s'inscrit encore une fois. Je suis riche, donc je suis un homme libre, je fais ce que je veux. Absolument. Je fais à ma tête. Ça s'inscrit absolument dans son positionnement anti-establishment. De la même manière qu'il va dire des choses que d'autres candidats ne pourraient pas raconter. Il va référer évidemment à des promesses qui sont extraordinairement imagées. Par exemple, le mur. Je vous parle d'un mur, vous le voyez. Un mur entre le Mexique et les États-Unis. Mais en même temps, c'est complètement sauté comme proposition. Et c'est le genre de proposition, généralement, que ça te discrédite. Ça met fin à ta campagne. Les gens, ils pensent un peu. Ils disent, on ne va pas faire un mur entre le Mexique et les États-Unis. On part à rire, puis le candidat, il est sorti de la course. Dans son cas, ça a passé. Puis on a l'impression qu'il y a une partie de l'électorat qui trouve ça bon, puis l'autre partie se dit, il fera jamais ça, c'est pas grave, on s'en fout, c'est juste drôle. Et ce que ça nous rappelle, c'est que ses prédécesseurs n'ont pas réussi à solutionner ce problème-là. Parce que, quoi qu'on pense de ce problème-là, il y a un problème aux États-Unis. Imaginons qu'au Québec, des dizaines de milliers de personnes comme ça s'installeraient de manière illégale au Québec. Assez rapidement, je soupçonne que la population ne serait pas très, très heureuse. Donc, lui, il a une solution, au fond, toute simple. Le mur. Et ce que ça nous rappelle en politique, c'est qu'à l'ère des médias sociaux, entre autres, et c'est un autre outil qu'il maîtrise extraordinairement bien, c'est-à-dire que chaque fois maintenant qu'un journaliste raconte quelque chose sur lui et que ça ne fait pas son affaire, il va utiliser ces médias-là pour faire le point. Alors ça nous rappelle aussi qu'on est dans une toute nouvelle logique avec les médias sociaux. Autrefois, les politiciens étaient victimes souvent de ce que racontaient les journalistes. Ils étaient à la merci, à certains égards, de ce que racontaient les journalistes. Mais avec lui, les médias sociaux. Il a affronté des journalistes, plusieurs de front. Oui, et quelle chaîne il a affronté? Fox. Or, Fox est la chaîne de l'establishment du Parti républicain. Donc, on revient toujours sur ce principe-là fondamental. À partir du moment où vous adoptez un positionnement, il faut par la suite poser toute une série de gestes qui permettent d'asseoir ce positionnement-là. Et c'est ce qu'il a fait avec Fox, c'est ce qu'il a fait avec une animatrice de Fox, c'est ce qu'il fait au débat également. Il va pointer un candidat en disant « celui-ci, c'est un menteur, celui-ci, c'est un fraudeur ». Et donc, il va faire tout ce que pourrait pas faire, au fond, un politicien de carrière. Mais à suivre, merci beaucoup, Luc, d'avoir été là. Merci. Au revoir.